L'homme était assis en face de moi, ses mains tremblaient en serrant la tasse de thé en céramique ébréchée que je lui avais offerte. Ses vêtements pendaient sur sa fine carcasse, le tissu était rapiécé et effiloché. Sa peau était pâle et marquée de légères brûlures. Ses yeux, cependant, ses yeux portaient le poids de quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Ils étaient creux, mais sous ce vide, il y avait une lueur de quelque chose de plus sombre, comme s'il avait vu au-delà du bord du monde et qu'il ne pouvait pas s'en détourner. Je ne connaissais pas son nom. Il ne l'avait pas donné. Il était juste apparu sur le pas de ma porte au crépuscule, la lumière déclinante plongeant ses traits décharnés dans l'ombre, et m'avait demandé si je voulais bien l'écouter. Quelque chose en lui, son désespoir, son regard hanté, m'a fait dire oui. « J'étais à Hiroshima », commença-t-il, la voix douce et fêlée, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Quand c'est arrivé, quand le ciel s'est ouvert et que le monde s'est effondré. Il a fait une pause, ses doigts se resserrant autour de la tasse. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, le laissant continuer à son rythme. « J'ai eu de la chance », a-t-il dit, si on peut appeler ça comme ça. Dès que l'air a brûlé, je me suis retrouvé dans un sous-sol. Le magasin de ma famille avait une cave pour stocker le riz et le miso, et j'étais descendu pour vérifier les tonneaux. Je n'ai pas entendu l'avion, je n'ai pas vu l'éclair. J'ai juste senti le monde trembler, puis l'air s'est mis à hurler, et tout est devenu noir. Il décrit les heures qui ont suivi, coincé sous les décombres. Le sous-sol a tenu, bien que les murs se soient fissurés, et la poussière est tombée en nuages épais. Il pouvait entendre le bâtiment au-dessus de lui s'effondrer, le bruit du bois et de la pierre se briser, suivi de cris. Puis le silence, il resta là, recroquevillé dans l'obscurité, respirant l'air étouffant et écoutant les battements de son cœur, sans pouvoir bouger. Lorsque le silence s'étira trop longtemps, il prit son courage à deux mains pour sortir. Cela lui a pris des heures. Les débris étaient lourds, et ses mains étaient à vif et en sang lorsqu'il parvint à ouvrir une brèche assez large pour ramper. La première chose qu'il vit fut le ciel. Il n'était pas bon. D'un orange profond et maladif, il semblait battre comme une braise mourante, striée de fumée noire. La ville avait disparu, remplacée par un paysage de cendres et de ruines. Des bâtiments réduits à l'état de squelettes, des arbres dénudés, des corps brûlés en ombre sur le sol. L'air était chargé de la puanteur de la chair carbonisée et la chaleur l'oppressait comme un poids. Mais ce n'est pas seulement la destruction qui le frappe, c'était le silence. Ce calme anormal, rompu seulement par le crépitement des incendies lointains et les cris faibles et déchirants des survivants. Il erra dans les ruines, appelant, mais les voix étaient rares. Il trouva une femme allongée sur le sol, la peau noircie, le corps tremblant, alors qu'elle essayait de parler. Mais ses mots n'étaient que des halètements, sa respiration s'interrompant à chaque tentative. Il resta auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle se calme, son corps se taisant, ses yeux fixés sur le ciel étrange et artificiel. Il fallut des heures avant qu'il ne voie le premier. Il se frayait un chemin dans ce qui avait été une ruelle étroite, enjambant les restes calcinés de ce qui aurait pu être une charrette, lorsqu'il remarqua que le sol bougeait devant lui. Au début, il pensa qu'il s'agissait simplement de cendres, remuées par la chaleur ou le vent. Puis il a vu quelque chose bouger, quelque chose de noir et de luisant, sortant d'une fissure dans la terre. Ce n'était pas humain. Il n'en était même pas proche. La créature émergea lentement, comme si elle testait l'air, son corps se déployant à partir de la fissure dans la terre comme du goudron fondu qui prendrait vie. Elle scintillait faiblement à la lumière des feux couvants, une masse noire qui semblait humide mais qui ne goûtait pas, sa surface ondulant comme celle d'un étang perturbé. Elle n'avait pas de forme claire, pas de membres ni de visage, mais elle se déplaçait avec détermination, se traînant vers l'avant dans des mouvements irréguliers et saccadés.
Au début, il pensa qu'il s'agissait d'une hallucination. La chaleur, la fumée, la dévastation, tout cela pouvait lui jouer des tours. Mais elle s'est ensuite tournée vers lui et, pendant un bref instant, il a juré avoir vu quelque chose sous sa surface mouvante. Des formes, des visages humains, tordus par l'agonie, la bouche ouverte dans des cris, silencieux. Il resta figé, incapable de bouger ou de respirer, tandis que la chose s'approchait en rampant. Elle n'émettait aucun son, mais sa présence était écrasante, un poids suffocant qui lui comprimait la poitrine et rendait sa vision floue. La cendre qui l'entourait semblait prendre vie, tourbillonnant et s'enroulant autour de son corps, comme si elle se nourrissait de la destruction, grandissant à chaque centimètre parcouru. Il trébucha en arrière, son pied se heurtant à un débris, et tomba brutalement sur le sol. L'impact le sortit de sa transe, et il se releva, le cœur battant dans sa poitrine. La créature s'arrêta. Sa surface ondulante se figea un instant, puis elle se déplaça, se redressant légèrement, comme si elle l'observait. Il n'attendit pas de savoir ce qu'elle ferait ensuite. Il se retourna et courut, ses jambes d'homme tremblant sous lui, la cendre et les débris crissant sous ses sandales dans sa fuite. Il ne savait pas jusqu'où il courait, ni pendant combien de temps. Les ruines de la ville se ressemblaient toutes, une étendue sans fin de dévastation noircie qui semblait s'étendre à l'infini. L'air lui brûlait les poumons, et sa vision était envahie par la chaleur et l'épuisement, mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la surface mouvante de la chose, ses visages, ses bouches silencieuses et hurlantes. Finalement, il tomba sur ce qui avait été une petite place, avec les restes d'une fontaine en son centre. L'eau avait depuis longtemps bouilli, ne laissant que de la pierre brûlée et du métal tordu. Il s'effondra à côté de la fontaine, haletant, le corps tremblant de peur et d'épuisement. C'est alors qu'il remarqua qu'il n'était pas seul. Il y en avait d'autres, blottis dans l'ombre, leur corps couvert de suie et de brûlures, leurs visages décharnés et creux. Des survivants. Il ne savait pas combien il y en avait. 5, peut-être 6. Ils étaient silencieux. Leurs yeux étaient écarquillés et ne clignaient pas. Leurs expressions étaient rendées vides de choc. Il les appela, la voix fêlée, mais ils ne répondirent pas. Ils se contentèrent de le regarder, les yeux fixés sur quelque chose derrière lui. Lentement, il se retourna. La créature était là, au bord de la place. Elle avait grandi. Sa forme était imposante et changeante. Des vrisses de cendres noires traînaient derrière elle comme de la fumée. Les visages d'elle étaient plus clairs maintenant, se pressant contre sa surface comme s'ils essayaient de se libérer, leur bouche s'ouvrant et se fermant dans une agonie silencieuse. Elle ne bougea pas vers lui, pas au début. Au lieu de cela, elle a tendu la main vers les autres. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas couru. Ils restèrent là, figés, tandis que les vrillards de la créature s'étiraient vers eux, s'enroulant autour de leur corps comme des volutes de fumée. Il regarda avec horreur comment ils étaient soulevés du sol, leurs membres se balançant mollement, leurs visages relâchés et vides. La créature les absorbait, leur forme se dissolvait dans sa masse mouvante, leurs cris se libéraient enfin en un chœur de plaintes qui résonnait dans les ruines. Puis, elle se tourna vers lui. Il ne pouvait pas bouger alors que l'attention de la créature se déplaçait vers lui, sa masse amorphe semblant se solidifier un instant, devenant plus sombre, plus lourde, comme un nuage d'orage prêt à déchaîner sa fureur. Sa surface ondulait avec une élégance grotesque, et les visages, ces visages torturés, se tordant, se rapprochaient du bord, leurs expressions gravées d'un désespoir si profond qu'il rendait sa propre terreur insignifiante. Elle ne se précipitait pas vers lui. Au contraire, elle semblait savourer l'instant, ondulant vers l'avant en de lents mouvements délibérés, chaque déplacement étant accompagné du léger sifflement de la cendre
aspiré vers l'intérieur, comme si la terre elle-même l'alimentait. L'air s'alourdissait à chaque pas, imprégné d'une chaleur artificielle qui s'accrochait à sa peau, brûlant non pas de feu, mais du simple poids de quelque chose d'ancien et de malveillant. Ses membres se sentaient faibles, comme si son corps le trahissait, ses muscles incapables d'obéir aux ordres désespérés que son esprit hurlait. Il voulait courir, fuir, échapper au regard de cette chose qui ressemblait plus à un prédateur qu'à n'importe quelle bête qu'il ait jamais connue. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder la créature réduire la distance qui les séparait. Puis, sans crier gare, la créature s'arrêta. Sa masse se déplaça, des vrilles de cendres noircies s'enroulant vers l'intérieur, se repliant sur elle-même comme si elle reculait. Les visages à sa surface se tordirent dans ce qu'ils ne pouvaient décrire que comme de la rage, leurs bouches s'ouvrant plus largement, leurs cris silencieux se transformant en expressions de colère et de frustration. La créature se redressa, le dominant comme une vague sur le point de déferler. Mais elle ne frappa pas. Au lieu de cela, elle trembla, des ondulations cascadant sur sa forme, comme si quelque chose lui résistait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas surmonter. À cet instant, il réalisa qu'elle ne le regardait pas, mais qu'elle regardait à travers lui. Son attention ne se portait pas sur le fragile humain recroquevillé devant elle, mais sur quelque chose de plus profond, quelque chose d'enfoui dans le sol sous ses pieds. La prise de conscience fut plus terrifiante que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Cette chose, cette monstruosité de cendres et mopée et de chair carbonisée ne le chassait pas par méchanceté ou par faim. Elle le cherchait. Et quoi qu'elle cherche, elle n'avait pas fini. Finalement, son corps obéit. Il trébucha en arrière, ses mains s'écorchant contre la pierre déchiquetée de la place en ruine, alors qu'il se remettait debout. La créature ne le suivit pas. Elle resta sur place, sa masse se tordant et ondulant, son attention fixée sur les fissures du sol qu'il avait vu naître. Il se retourna et courut, n'osant pas regarder en arrière, la chaleur de la présence de la créature lui pressant toujours le dos, alors qu'il s'enfuyait à nouveau dans les ruines. Ses pensées étaient embrouillées, son esprit incapable d'assimiler ce qu'il avait vu, et encore moins ce que cela signifiait. Les visages, les vrilles, la façon dont la créature avait absorbé les autres, tout cela lui semblait impossible, comme un cauchemar qui refusait de se terminer. Et pourtant, alors qu'il trébuchait dans les vestiges brûlés de la ville, la pensée qui le hantait le plus n'était pas la créature elle-même, mais le sens du but qu'elle dégageait, la certitude qu'elle était là pour une raison. Les heures de passèrent, ou peut-être étaient-ce des jours. Le temps avait perdu toute signification dans le désert de cendres qui avait été Hiroshima. Il se déplaçait comme un fantôme, ses pas étaient mi-souples et sans but, son esprit s'emballait alors même que son corps s'affaiblissait. La ville semblait plus vide à présent, les cris des survivants s'estompant d'heure en heure, jusqu'à ce qu'il soit convaincu d'être le seul survivant. De temps à autre, il apercevait des mouvements, des ombres vacillant à la limite de sa vision, des silhouettes se faufilant entre les ruines. Mais lorsqu'il se retournait pour regarder, ils avaient disparu, ne laissant dans leur sillage que le silence et une faible odeur de chair brûlée. Et toujours, il y avait le sentiment d'être observé, pas par la créature, il ne l'avait pas revue depuis la place, mais par la ville elle-même, par les fissures, les ombres et les ruines qui semblaient animées d'une vie propre. Il commença à remarquer des motifs dans la destruction, la façon dont certains bâtiments s'étaient effondrés vers l'intérieur, comme s'ils étaient aspirés par une force invisible, la façon dont les fissures dans le sol formaient des formes complexes, en spirale, qui ne semblaient pas naturelles. C'était comme si l'explosion avait réveillé quelque chose dans la terre, quelque chose qui attendait sous Hiroshima depuis plus longtemps qu'il ne pouvait le comprendre. Lorsqu'il s'arrêta enfin pour se reposer, il se retrouva dans ce qui avait été un petit sanctuaire,
la porte Tori, étant toujours debout malgré la dévastation qui l'entourait. Sa vue lui procura un fugace sentiment de soulagement, un rappel du monde qui avait existé avant l'incendie, avant la cendre. Il s'agenouilla à la base de la porte, ses mains tremblantes traçant le bois carbonisé, son esprit cherchant le réconfort de la prière, mais ne trouvant que la peur. C'est alors qu'il entendit le son, un bourdonnement grave et résonnant qui semblait provenir du sol lui-même, vibrant à travers ses os, d'abord faible mais de plus en plus fort, de plus en plus insistant. Il se figea, son souffle se bloquant dans sa gorge, tandis que l'air autour de lui devenait de nouveau lourd, la même chaleur suffocante qu'il avait ressentie sur la place pesant sur lui comme un poids physique. C'est alors que le sol se mit à bouger. Le sol sous lui gémit, le bourdonnement sourd s'élevant en une vibration profonde et résonnante qui semblait battre en même temps que son propre cœur. Il recula, ses mains glissant sur les pierres, recouvertes de cendres, alors que des fissures capillaires commençaient à se propager vers l'extérieur à partir de la base du sanctuaire. Début, il s'agissait de petites fractures délicates qui se frayaient un chemin sur le sol comme des toiles d'araignée, puis elles s'élargissaient, s'ouvraient pour révéler des gouffres déchiquetés qui exhalaient un air chaud et sulfureux. La chaleur était insupportable et l'odeur, ce n'était pas seulement du soufre, c'était quelque chose de plus ancien, quelque chose de pourri et de métallique, comme de la pourriture et du fer laissés à l'abandon. De la plus grande fissure jaillissait une faible lueur, rouge et orange, comme des braises qui s'agitent dans un feu mourant. Il ne pouvait pas détourner le regard. Ce n'était pas seulement la lumière qui le retenait, c'était le sentiment que quelque chose à l'intérieur de la fissure le regardait. Il le sentait dans sa poitrine, une pression qui s'intensifiait à chaque seconde, qui le tirait, qui exigeait son attention. Et puis le son est revenu. Ce n'était plus un bourdonnement. C'était une voix, basse et gutturale, qui parlait dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Les mots étaient durs, superposés, chaque syllabe résonnant comme une cloche frappée sous l'eau, se réverbérant d'une manière qui lui donnait mal à la tête. Il plaqua ses mains sur ses oreilles, mais rien n'y fit. La voix n'était pas seulement dans ses oreilles, elle était dans son esprit, se faufilant dans ses pensées comme un poison, les défaisant jusqu'à ce qu'il ne sente plus que sa présence, sa faim. Les fissures s'élargirent encore, la lueur s'intensifia, et il réalisa avec une horreur croissante que la voix ne provenait pas des fissures, elle-même. Elle provenait de ce qui se trouvait en dessous, quelque chose d'ancien, d'immense, enfoui profondément sous Hiroshima, s'agitait. Alors qu'il fixait la plus grande fissure, il vit un mouvement. Au début, c'était subtil, un scintillement, une ondulation, mais ensuite, cela devint plus fort, plus défini. Un membre émergea, long et squelettique, dont la surface brillait du même éclat huileux que la créature qu'il avait vue sur la place. Cette fois, ce n'était pas de la cendre, mais de la chair, noircie et brûlée, les muscles exposés et luisants sous un treillis de tendons carbonisés. Le membre fléchit, s'agrippant au bord du gouffre, et un deuxième suivit, puis un troisième. Il se redressait. Il recula en trébuchant, le cœur battant, le souffle court, tandis que la chose s'élevait des profondeurs. Elle était plus grande que la créature de la place. Sa forme était plus distincte, mais elle n'en était pas moins horrible. Son corps n'était qu'une masse de chair brûlée et de vrilles tordues. Sa surface se tordait de visages qui se pressaient l'un contre sa peau, comme des prisonniers piégés sous un linceul. Leurs bouches bougeaient, leurs yeux étaient écarquillés de terreur, et bien qu'aucun son ne sorte d'eux, il pouvait sentir leurs cris vibrer dans sa poitrine. La chose se redressa, la tête inclinée vers lui, et pendant un bref instant paralysant, il crut qu'elle allait parler, mais au lieu de cela, elle s'élança. Il se jeta sur le côté,
évitant de justesse le coup de ses griffes massives. Elles frappèrent sans le sol à l'endroit où il s'était agenouillé, brisant les pierres et envoyant des éclats dans les airs. L'impact le déséquilibra et il tomba brutalement sur le dos, le souffle coupé. Il tenta de s'enfuir, mais la créature était trop rapide, ses vrilles s'élançant vers lui comme des fouets. L'une d'elles s'enroula autour de sa cheville, sa surface brûlant ses vêtements et sa peau. La vrille se resserra, l'entraînant plus près, et il griffa le sol, ses ongles raclant la pierre. Son esprit s'emballa, cherchant quelque chose qu'il pourrait utiliser, et sa main se referma sur un éclat de bois brisé de la porte Tori. Il ne réfléchit pas, il agit, enfonçant le tesson dans la vrille avec toute la force dont il était capable. La créature hurla, un son si fort et si perçant qu'il eut l'impression qu'il allait lui fendre le crâne. La vrille le lâcha, se brisant en arrière, tandis que la créature se redressait, ses visages se tordant de rage. Il se releva en s'agrippant à sa cheville, brûlée, et se mit à courir. La ville n'était qu'un flou autour de lui, un labyrinthe changeant de cendres et de ruines qui semblait se tordre et tourner à chaque pas. La chaleur était insupportable maintenant, l'air épais avec la puanteur de la chair brûlée et du soufre, et les sons de la poursuite de la créature résonnaient au loin, ses rugissements gutturaux, le claquement humide de ses vrilles contre le sol. Il n'osa pas se retourner, il n'en avait pas besoin. Il pouvait la sentir, sa présence se profilant derrière lui, suffocante dans son intensité. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas s'il y avait encore un endroit où aller, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il courut jusqu'à ce que ses jambes lâchent, son souffle coupé et brûlant, sa cheville brûlant à chaque pas. Lorsqu'il s'est finalement effondré, c'était à l'ombre de ce qui avait été une école, dont les murs s'étaient écroulés et noircis, et dont le toit s'était effondré. Il rampa dans les décombres, se traînant sur les poutres et le verre brisé, le corps tremblant d'épuisement et de peur. Les dérugissements de la créature s'étaient estompés, mais le silence qui avait suivi était pire, plus lourd, comme si la ville elle-même retenait son souffle. La lumière dans le ciel avait diminué, l'étrange teinte orangée remplacée par un gris artificiel qui semblait s'infiltrer dans tout. Il appuya son dos contre le mur, serrant sa cheville brûlée, sa poitrine se soulevant, tandis qu'il luttait pour reprendre son souffle. La douleur était lointaine à présent, atténuée par l'adrénaline qui coulait encore en lui, mais son esprit refusait de le laisser se reposer. Il pouvait encore sentir la créature, sa présence se pressant contre les limites de ses pensées, un poids étouffant qui refusait de partir. Il ne savait pas combien de temps il était resté assis là, à regarder les ruines à travers le trou déchiqueté dans le mur de l'école. Le temps avait perdu toute signification. La ville s'étendait devant lui, une interminable étendue de cendres et de ruines, seulement interrompue par le faible scintillement d'incendies de lointain. Et sous tout cela, il pouvait sentir les fissures. Elles n'étaient plus seulement dans le sol, elles étaient partout, dans l'air, dans les murs, dans le tissu même du monde. La ville n'était pas seulement détruite, elle s'effilochait, se désagrégeait. C'est alors qu'il entendit à nouveau la voix. Elle était plus douce cette fois, moins un rugissement qu'un murmure, mais elle avait le même poids, la même résonance impossible qui semblait vibrer à travers ses os. Il plaqua ses mains sur ses oreilles, mais rien n'y fit. La voix ne venait pas de l'extérieur. Elle était à l'intérieur de lui, se faufilant dans ses pensées, les démêlant comme la ville autour de lui. Les chuchotements emportaient avec eux des images qui défilaient comme dans son esprit, comme les scènes d'un rêve à moitié remémoré. Il vit l'explosion, la lumière aveuglante, la ville consumée en un instant de feu et de fureur. Mais en dessous, caché dans la terre, il vit quelque chose d'autre, une vaste masse mouvante, enroulée et endormie,
enfoui sous Hiroshima depuis plus longtemps qu'il ne pouvait l'imaginer. L'explosion n'avait pas seulement détruit la ville, elle avait réveillé quelque chose d'ancien et de terrible, quelque chose qui ne devait jamais voir la lumière du jour. La créature sur la place, la chose dans les fissures, ce n'était que des fragments, des morceaux de quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'agitait encore dans les profondeurs. Et cette chose avait faim. Il essaya de repousser les images, de les chasser de son esprit, mais elles refusèrent de partir. Les chuchotements se firent plus forts, plus insistants, jusqu'à ce qu'il n'entende plus que cela, noyant le son de sa propre respiration. Sa vision se brouilla, les ruines de la ville se dissolvant dans un brouillard de cendres et de lumière, et pendant un instant, il pensa qu'il était de retour dans le sous-sol, le monde s'effondrant au-dessus de lui. Puis la brume s'est dissipée et il l'a vue. Elle s'élevait des fissures, au loin, une forme si massive qu'elle semblait effacer le ciel. Sa forme était impossible à comprendre, une masse mouvante et tordue d'ombre, de chair et de cendres qui se tordaient et se repliaient, d'une manière qui lui donnait mal à la tête. Des milliers de visages ondulaient à sa surface, leurs bouches s'ouvrant et se fermant dans un chœur silencieux de cris. Ce n'était pas seulement vivant, c'était la ville elle-même, la cendre, les ruines et le feu qui prenaient en forme, poussés par une faim qui dépassait tout ce qu'il pouvait comprendre. La créature se déplaçait lentement, délibérément, ses vrilles serpentant à travers les ruines, entraînant les restes des bâtiments et des corps dans sa masse. Chaque morceau qu'elle absorbait la rendait plus grande, plus forte, sa forme devenant plus définie à chaque instant. Elle ne faisait pas que se nourrir, elle devenait. Il savait qu'il ne pouvait plus courir. Il n'y avait plus d'endroit où aller, plus personne pour l'aider. La ville avait disparu, consumée par la chose qui avait été enterrée sous elle, et bientôt il le serait aussi. Mais alors que le désespoir menaçait de le submerger, un calme étrange s'installa en lui. Il n'avait plus peur, il était fatigué, tellement fatigué. Il se leva, le corps tremblant, et sortit de l'école. La créature se dressait devant lui, sa forme massive remplissant l'horizon, ses vrilles s'étirant vers lui, comme les bras d'un amant. Il n'essaya pas de fuir, il n'a pas crié. Il se contenta de regarder la chose se rapprocher, les visages collés à sa surface se tordre, leurs bouches se mouvoir dans un chœur qu'il ne pouvait entendre. Lorsqu'elle l'atteignit enfin, il ne ressentit aucune douleur, seulement de la chaleur. Et puis, le silence. L'homme a terminé son histoire, ses mains tremblantes agrippant les bords de la table et me fixant avec des yeux creux. « Tu me crois » a-t-il demandé, sa voix dépassant à peine un murmure. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La cendre sur ses vêtements, les brûlures sur sa peau, le vide dans son regard, il me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Et quelque part, au loin, faiblement, j'ai cru entendre le bruit de quelque chose qui bougeait sous la terre. Le silence entre nous s'est fait pesant, s'étirant comme une corde tendue prête à se rompre. Les yeux de l'homme me fixaient, implorant quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Une confirmation, peut-être, ou une absolution. Mais tout ce que je sentais, c'était le poids de son histoire qui se pressait contre moi, étouffant par son intensité. Mes lignes tremblaient lorsque j'attrapais mon thé, la tasse en céramique étant froide contre ma peau. « Tu penses que je suis fou » a-t-il dit, la voix rauque, comme si l'effort de parler avait épuisé ses dernières forces. Son regard s'est posé sur la table, ses épaules se sont affaissées vers l'avant. Peut-être que je le suis. Peut-être que j'ai tout imaginé, les visages, les chuchotements, la chose sous la ville. Mais si tu l'avais vu. Il s'est interrompu, le souffle court, comme si le souvenir lui-même l'avait étouffé. Je voulais le réconforter, lui offrir un peu de réconfort, mais les mots moururent dans ma gorge. Je ne savais pas quoi dire. Son histoire était trop vivante, trop détaillée,
le genre d'horreur que l'imagination seule ne pouvait évoquer. Et pourtant, comment cela pouvait-il être vrai? Une créature de cendres et de feu, née des ruines d'Hiroshima, c'était un défi à la raison, un défi à tout ce que je comprenais du monde. C'est alors que je me suis souvenu du léger tremblement que j'avais ressenti sous mes pieds plus tôt dans la soirée. La façon dont l'air avait semblé plus lourd, le sol plus chaud, malgré la fraîcheur de la saison. À l'époque, j'avais considéré qu'il s'agissait d'une réplique, d'un écho persistant de la dévastation causée par l'explosion. Aujourd'hui, je n'en suis plus aussi sûr. « Que s'est-il passé après » demandai-je, la voix à peine posée. « Comment t'es-tu échappé » Ses lèvres se tordirent en un sourire dépourvu d'humour. « Je ne me suis pas échappé, » a-t-il dit. « Pas vraiment, je te l'ai dit. Il m'a atteint, il m'a touché, m'a attiré en lui, et j'ai cru que j'étais mort. Mais je me suis réveillé, des jours plus tard, allongé dans les cendres, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivé là. La ville était plus calme, les incendies n'étaient plus que des braises, et la chose avait disparu. Ou peut-être que non, peut-être qu'elle est toujours là, enfouie dans les fissures, à attendre. » Il fit un geste vers ses bras, vers les légères brûlures et cicatrices qui marbraient sa peau comme une carte d'une guerre oubliée. « Elle a là laissé sa marque, » a-t-il dit. « Je la sens parfois, sous ma peau. Comme s'il était toujours avec moi, en train de regarder, d'attendre quelque chose. » Un frisson m'a parcouru l'échine et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil par la fenêtre. La rue était sombre. Les lampadaires projetaient de longues ombres vacillantes qui semblaient d'y s'étirer et se tordre avec une vie propre. J'ai repensé à sa description des visages, des vrilles, de la façon dont la créature s'était déplacée dans les ruines comme si elle me lui appartenait, Sunday. J'ai pensé aux fissures dans la terre, aux murmures dans sa tête, à la sensation que quelque chose d'ancien et de malveillant se réveillait sous ses pieds. « Que veux-tu que je fasse » demandai-je, même si je n'étais pas sûr de vouloir la réponse. Son regard était revenu sur le mien, vif et désespéré. « Croyez-moi, » a-t-il dit, « c'est tout. Crois-moi et souviens-toi, parce que ce n'est pas fini. Ce qui était enfoui sous Hiroshima, ce que l'explosion a mis au jour, c'est toujours là, et ça se répand. » La pièce semblait plus froide maintenant, le poids de ses mots s'installant sur moi comme un linceul. Je voulais argumenter, rejeter son histoire comme les divagations d'un homme brisé par un traumatisme. Mais je n'y arrivais pas. Pas tout à fait. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose dans la façon dont ses mains tremblaient, qui rendait la chose impossible à rejeter. Et au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le sol sous nos pieds n'était pas immobile. La terre respirait, et à chaque respiration, les fissures s'élargissaient.